Ce que Dupont a vendu aux deux camps pendant la Première Guerre mondiale, ce n'était pas juste de la poudre. C'était une garantie. La garantie que le conflit ne s'arrêterait jamais par manque de munitions. Personne ne parle de ce contrat. Et pourtant, il a redessiné les frontières de la guerre moderne. Ce que vous allez découvrir ici va bien au-delà d'une simple histoire de profit. C'est la naissance d'un système. Un système qui, encore aujourd'hui, contrôle silencieusement chaque conflit sur cette planète. L'Europe s'embrase. Les usines françaises, britanniques, allemandes, elles manquent toutes de capacité. Les armées tirent beaucoup plus vite qu'elles ne produisent. C'est la pénurie absolue. Sauf qu'une entreprise américaine, Dupont, possède déjà la technologie. Elle a les brevets. Elle a les usines, dormantes depuis la fin de la guerre civile américaine. Et elle attend. Elle attend simplement le bon moment pour transformer cette catastrophe humaine en opportunité. Mais voici le détail qu'on omet systématiquement dans les manuels d'histoire. Dupont ne choisit pas de camp. Elle répond aux appels de tout le monde. Londres passe commande, Paris suit immédiatement. Berlin tente aussi, discrètement, par des intermédiaires. Washington reste neutre. Dupont aussi, neutre et disponible, neutre et extraordinairement lucrative. Entre 1914 et 1918, son chiffre d'affaires explose littéralement. Il passe de 5 millions à 300 millions de dollars. Un bond de 6000% en 4 ans. Officiellement, elle ne vend qu'aux alliés. Mais ça, c'est la version officielle. Car les brevets Dupont, eux, circulent librement. Les filiales européennes partagent des procédés sensibles. Les intermédiaires suisses redistribuent la technologie. Des sous-traitants neutres approvisionnent discrètement l'axe. Personne ne pose de questions gênantes. La poudre sans fumée devient une simple commodité. Un produit comme un autre. Sauf que ce produit tue par millions. Et que chaque mort rapporte à quelqu'un. Ce qui change absolument tout, c'est 1915. En quelques mois, Dupont construit la plus grande usine de poudre au monde. Pas exactement aux États-Unis. En Virginie. Oui, mais sous contrôle britannique total. Le gouvernement anglais finance entièrement le projet. Dupont, elle, gère et optimise. Les profits sont partagés selon un accord secret. L'usine tourne jour et nuit, sans interruption. Elle produit à elle seule plus que toute l'Allemagne réunie. C'est là que le mécanisme bascule définitivement. La guerre ne dépend plus des ressources naturelles d'un pays. Elle dépend entièrement de celui qui contrôle la production privée. Le pouvoir vient de changer de main. Les généraux s'en rendent compte assez vite. Les offensives ne sont plus limitées par le courage des soldats. Elles sont limitées uniquement par les livraisons de Dupont. Si Verdun dure des mois, c'est parce que Dupont livre sans faille. Si la Somme continue indéfiniment, c'est parce que les quotas sont scrupuleusement respectés. Les trêves tactiques disparaissent. Il y a toujours assez de munitions pour relancer l'assaut. La logistique industrielle devient la vraie stratégie militaire. Les batailles ne se gagnent plus sur le terrain. Elles se gagnent dans des contrats signés des mois à l'avance. Mais Dupont ne se contente pas de fournir. Elle innove. Agressivement. Elle brevette chaque découverte. Chaque amélioration technique, chaque nouvelle formule chimique devient un actif verrouillé. Un actif qu'elle licencie ensuite au plus offrant, même à l'ennemi indirect. Après la guerre, les brevets allemands tombent entre ses mains via les traités. Les accords secrets de Versailles incluent des clauses industrielles dont personne ne parle. Dupont récupère les technologies de Bass, de Bayer, d'I.G. Farben. Elle ne les détruit pas pour protéger sa position. Elle les intègre pour dominer totalement. Et c'est là que commence le vrai pacte. Pas celui des tranchées sanglantes. Celui des conseils d'administration feutrés. En 1926, Dupont signe avec I.G. Farben un accord de partage technologique massif. Les deux entreprises se répartissent les marchés mondiaux comme un gâteau. L'une domine l'Amérique sans concurrence, l'autre prend l'Europe entière. Elles collaborent sur les explosifs, les colorants, les plastiques émergents. Elles échangent des brevets stratégiques. Elles forment des jointventures opaques. Elles préparent consciemment ou non la prochaine guerre mondiale, car l'infrastructure est déjà en place. Les contrats sont signés, les usines sont construites. Il ne manque plus que le conflit, car en 1933, tout s'accélère brutalement. Hitler arrive au pouvoir avec un programme militariste. I.G. Farben devient instantanément son bras industriel principal. Elle construit les usines de synthèse vitale. Elle produit le carburant des panzers qui envahiront l'Europe.
Elle fournit le Zyklon B des camps. Mais elle reste techniquement et juridiquement liée à DuPont. Les contrats continuent d'être honorés. Les brevets circulent toujours. Les dividendes aussi, transférés via la Suisse. Jusqu'en 1939, DuPont reçoit des royalties allemandes. Jusqu'en 1941, les filiales communiquent régulièrement. La guerre approche, mais les affaires continuent. Le Congrès américain enquête sérieusement en 1934. Le sénateur Gerald Nye dévoile publiquement ses profits de guerre scandaleux. Il nomme explicitement DuPont devant les caméras. Il parle de marchand de mort, sans détour. Il exige des réformes législatives immédiates. Mais rien ne change fondamentalement. Les lobbies industriels interviennent massivement. Les contrats sont techniquement légaux. Les brevets sont privés et protégés. La guerre est devenue un marché comme un autre. Et les marchés, eux, n'ont jamais eu de morale. Ils ont juste des actionnaires à satisfaire. Puis Pearl Harbor arrive, brutalement, le 7 décembre 1941. L'Amérique entre officiellement en guerre. DuPont bascule publiquement du bon côté de l'histoire. Elle produit maintenant pour l'effort de guerre américain. Elle fabrique le nylon des parachutes, la poudre des obus d'artillerie, les matériaux révolutionnaires du projet Manhattan. Elle devient patriotique dans les publicités. Elle devient indispensable pour la victoire. Elle devient absolument intouchable politiquement. Le passé est oublié. Seul le présent compte désormais. Mais voici ce qu'on oublie systématiquement dans cette belle histoire de rédemption. Pendant que DuPont arme héroïquement les États-Unis, ces brevets allemands continuent d'exister, légalement. I.G. Farben les utilise contre les Alliés. Les sous-marins U-boot fonctionnent avec des technologies originellement partagées. Les fusées V2 de von Braun intègrent des composants brevetés conjointement avant-guerre. La guerre devient un gigantesque laboratoire à ciel ouvert. Chaque camp teste les innovations de l'autre sans le savoir. Chaque bataille est aussi une validation industrielle pour les deux côtés. Le conflit nourrit l'innovation. L'innovation prolonge le conflit. Un cercle parfait. Si ce type d'analyse documentée et sans simplification vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Ici, on ne raconte pas l'histoire, on la démonte. L'Allemagne capitule enfin. Les procès de Nuremberg commencent sous les projecteurs. I.G. Farben est jugé pour crime contre l'humanité. Ses dirigeants sont condamnés à de la prison. Mais pas tous, curieusement. Certains cadres techniques rejoignent discrètement les Américains. C'est l'opération Paperclip en pleine action. Les brevets allemands deviennent américains par transfert légal. Les usines sont méticuleusement démontées puis reconstruites ailleurs, aux États-Unis. DuPont récupère exactement ce qu'elle avait partagé 15 ans plus tôt. Elle ne perd absolument rien dans cette guerre. Elle gagne 2 fois. Une fois en vendant, une fois en récupérant. Et le modèle se répète. Mécaniquement. Corée en 1950. Vietnam dans les années 60. Chaque conflit relance automatiquement la production. DuPont fournit le napalm qui brûle les villages, l'agent orange qui déforme les générations, les plastiques militaires qui équipent les soldats. Elle se diversifie intelligemment. Elle entre massivement dans le civil. Les mêmes technologies exactes qui brûlaient des forêts asiatiques servent maintenant à fabriquer des poêles anti-adhésifs dans les cuisines américaines. Le téflon vient directement des recherches atomiques top secrètes. Le Kevlar des gilets pare-balles protège maintenant les policiers. La guerre irrigue silencieusement le quotidien de millions de gens, sans qu'ils le sachent jamais. Mais quelque chose change progressivement dans les années 70. Des vagues de documents gouvernementaux sont déclassifiés. Ils révèlent les accords d'avant-guerre dans leur totalité. Les familles Dupont sont convoquées, interrogées. Elles nient catégoriquement toute collusion intentionnelle. Elles parlent uniquement de commerce légal et transparent. Elles invoquent la neutralité américaine de l'époque comme justification. Techniquement, juridiquement, elles ont parfaitement raison. Moralement, c'est évidemment une toute autre histoire. Mais sur le plan légal, rien ne se passe. Aucune poursuite. Aucune sanction. Aucune conséquence réelle. Car le système est devenu trop grand pour être jugé. DuPont n'est plus une simple entreprise. C'est une infrastructure. Elle emploie des centaines de milliers de personnes. Elle finance des villes entières. Elle sponsorise des universités, siège dans des commissions gouvernementales, conseille le Pentagone. Elle est l'État dans l'État. Pas par coup d'État, par contrat. Et ce modèle est SEM. Lockheed, Raytheon, General Dynamics. Elles reprennent toute la formule. Elles produisent pour la défense. Elles brevettent. Elles diversifient. Elles lobbyent. Elles garantissent que chaque conflit sera technologiquement viable, que chaque guerre sera industriellement soutenable, que chaque ennemi sera suffisamment armé pour justifier l'escalade. Aujourd'hui, en 2026, DuPont a changé de nom plusieurs fois.
à fusionner, s'est scindé stratégiquement. Mais ces brevets fondamentaux vivent toujours. Ces technologies imprègnent absolument tout. Les drones militaires autonomes utilisent des composites DuPont ultra résistants. Les missiles hypersoniques russes et chinois intègrent ces matériaux haute performance. Les combinaisons spatiales du secteur privé reposent entièrement sur ces recherches. La frontière entre guerre et innovation civile a complètement disparu. Tout est à double usage. Tout est instantanément convertible. Un matériau pour satellite devient un blindage. Un polymère médical devient une arme chimique. Et personne ne contrôle vraiment cette porosité dangereuse. Et voici la question fondamentale qu'on ne pose jamais publiquement. Qui décide réellement qu'une technologie reste civile? Qui garantit concrètement qu'un brevet ne sera pas militarisé demain? Personne. Absolument personne. Car le pacte secret originel de DuPont n'a jamais été rompu ou dénoncé. Il a juste été généralisé à toute l'industrie. Normalisé. Accepté comme une réalité inévitable du capitalisme moderne. La guerre et le commerce ne sont plus séparés. Ils sont fusionnés, indissociables, interdépendants. Les guerres modernes naissent plus simplement de tensions idéologiques ou territoriales. Elles naissent des capacités industrielles disponibles. On ne se bat pas parce qu'on se déteste fondamentalement. On se bat parce qu'on peut techniquement se battre, parce que les munitions existent en stock, parce que les usines tournent à plein régime, parce que les brevets sont rentables à exploiter, parce que maintenir la paix coûte paradoxalement plus cher que prolonger le conflit. La logique s'est inversée complètement depuis 1914. Et pendant ce temps précis, pendant que vous regardez cette vidéo, les conseils d'administration des géants de la défense planifient les 10 prochaines années. Ils ne parlent jamais de victimes humaines. Ils parlent exclusivement de contrats pluriannuels et de marge. Ils ne débattent pas de stratégie militaire, ils négocient des clauses de reconduction automatique. Ils ne prédisent pas les conflits futurs avec des analyses politiques. Ils les provisionnent dans leur budget. Comme on provisionne des ventes de voitures ou de smartphones. La guerre est devenue une prévision comptable. Le secret du pont n'était pas de vendre de la poudre. C'était de faire comprendre au monde que la guerre moderne ne pouvait plus s'arrêter. Pas par manque de volonté, mais par manque de stock. Et qu'en garantissant le stock, on garantissait la guerre. Pour toujours. Aujourd'hui, chaque crise internationale déclenche les mêmes mécanismes. Les actions de la défense montent. Les usines augmentent leur cadence. Les brevets sont réactivés. Les technologies civiles basculent. Le cycle recommence. Exactement comme en 1914. Avec les mêmes acteurs. Sous d'autres noms. Qui a vraiment gagné la guerre? Pas les nations. Pas les peuples. Ceux qui ont transformé la violence en modèle économique. Ceux qui ont compris que le conflit n'était pas un accident de l'histoire, mais une industrie permanente, planifiée, rentable, et cette industrie ne s'est jamais arrêtée. Elle a juste appris à se rendre invisible, à se fragmenter, à se justifier, à se présenter comme une nécessité, comme une protection, alors qu'elle est devenue la menace elle-même. La prochaine guerre mondiale ne commencera pas par une déclaration officielle. Elle commencera par un contrat, signé en silence, entre des entreprises dont vous ne connaissez pas les noms, pour des technologies dont vous ignorez l'existence, avec des objectifs que personne ne vous expliquera. DuPont vous a montré comment. Le reste du monde a juste pris des notes. Si cette vidéo vous a fait voir DuPont autrement, laissez un j'aime. Dites-nous en commentaire ce que cette révélation vous inspire. Et abonnez-vous, car ce qui arrive remettra encore plus de certitude en question.